Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une des voies de dégradation des acides gras dans l'organisme qui est la bêta-oxydation. Il faut savoir que les acides gras peuvent être dégradés par plusieurs voies d'oxydation. La plus importante, c'est la bêta-oxydation, ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, il existe d'autres voies de dégradation telles que l'oméga-oxydation ou bien l'alpha-oxydation qui sont des voies de dégradation auxiliaires et qui sont activées dans des situations physiologiques bien particulières. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la bêta-oxydation. Le plan de cette présentation va être organisé comme suit. Donc, tout d'abord, nous allons voir une petite introduction. Ensuite, nous allons définir ce que c'est que la bêta-oxydation. Ensuite, nous allons voir les différentes étapes de la bêta-oxydation et vous allez constater que avant d'aller aux étapes de la bêta-oxydation proprement dite, il existe certaines étapes préliminaires nécessaires et indispensables pour qu'on puisse faire la bêta-oxydation. Ensuite, nous verrons les bilans énergétiques et le bilan chimique de la bêta-oxydation. Bilan chimique, c'est-à-dire quels seront les produits de cette bêta-oxydation, et le bilan énergétique, ça veut dire le rendement énergétique en quelque sorte de cette bêta-oxydation. À la fin, nous aurons un bref aperçu sur la régulation de la bêta-oxydation. Voilà, donc avant de commencer, je vais vous faire un petit rappel sur la structure chimique des acides gras. Donc, comme son nom l'indique, un acide gras, ce n'est qu'un acide carboxylique qui est lié à une chaîne hydrocarbonique qui contient au minimum 3 atomes de carbone. Donc la numérotation de cette structure-là se fait toujours par le carbone carboxylique, donc du côté carbone carboxylique. Donc si on essaie un petit peu de numéroter les carbones de cet acide gras, donc on va commencer par celui-là. Donc celui-là, le carbone carboxylique, c'est le numéro 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Ou bien on peut utiliser les symboles latins. Et à ce moment-là, nous n'allons pas commencer par le premier carbone carboxylique, mais plutôt par le deuxième carbone qui va porter le symbole alpha, bêta et ainsi de suite. Dans tous les cas, le dernier carbone portera le symbole oméga. Voilà, ça concernant le rappel sur la structure chimique des acides gras. Maintenant, il faut savoir que les acides gras sont des molécules très importantes et qui jouent des rôles nécessaires et importants dans l'organisme. Parmi ces rôles-là, on peut citer le rôle structural. Donc, vous savez que les acides gras entrent dans la constitution de ce qu'on appelle des triglycérides. Et ces triglycérides-là, c'est eux qui vont former la bicouche lipidique des membranes plasmiques et les membranes des organites cellulaires. Très bien. Deuxième rôle, donc la même chose. Donc les acides gras peuvent entrer dans la structure de certaines hormones. Ils peuvent être plutôt des précurseurs de certaines hormones ou bien entrer dans la structure de certains seconds messagers tels que par exemple le diacylglycérol. Donc ça, c'est le rôle de signalisation cellulaire. Troisième rôle, c'est quoi? C'est le rôle énergétique. En effet, à l'image du glucose, les acides gras peuvent être utilisés comme substrat énergétique. Ça veut dire qu'ils peuvent être dégradés par les tissus pour produire de l'énergie. Dégradés comment? Par oxydation, pour produire de l'énergie. Parmi ces voies de dégradation oxydative, il y a la bêta-oxydation qui est la plus importante et ce que nous allons voir aujourd'hui. Voilà, nous allons maintenant définir la bêta-oxydation. Voilà, donc comme son nom l'indique, la bêta-oxydation, c'est une voie de dégradation ou bien c'est une voie catabolique qui va se faire par oxydation au niveau du carbone bêta. C'est pour ça qu'on l'appelle bêta-oxydation. Donc c'est une voie catabolique par oxydation qui va se dérouler au niveau du carbone bêta et plus précisément entre le carbone alpha et le carbone bêta ou bien dans la liaison, au niveau de la liaison qui va lier le carbone alpha et le carbone bêta. Très bien. Donc avant de définir, avant de continuer, il faut savoir que cet acide gras ici, ce n'est pas un acide gras ordinaire. En effet, vous voyez ici, cet acide gras ici, pour qu'il s'engage dans la bêta-oxydation, il faut qu'il soit lié à ce composé-là qui est le coenzyme A. Donc ici, l'acide gras n'est pas un acide gras normal, c'est un acide gras qui est activé avec une molécule de coenzyme A et tout cela on l'appelle acylcoenzyme A. Donc ça, ce n'est pas un acide gras mais plutôt un acide gras activé sous forme d'acylcoenzyme A. Cette activation, souvenez-vous, elle se fait dans les étapes, nous avons dit tout à l'heure que la bêta-oxydation, avant de faire la bêta-oxydation, il existe certaines étapes préliminaires qui viennent juste en amont de la bêta-oxydation. Donc c'est au cours de ces étapes préliminaires qu'il va y avoir activation de l'acide gras sous forme d'acylcoenzyme A. Très bien. Donc une fois activé,
cet acide gras sous forme d'acide coenzyme A, il va s'engager dans la bêta-oxydation et à ce moment-là, la bêta-oxydation va se dérouler au niveau, à chaque fois au niveau de la liaison qui va lier le carbone alpha ici et le carbone bêta. Très bien. La bêta-oxydation aussi, il faut connaître que la bêta-oxydation va se faire en plusieurs tours. Donc ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs tours qui vont se répéter jusqu'à dégradation complète de l'acide gras. Vous allez comprendre tout cela. Donc à chaque tour, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir, comme on l'avait dit, oxydation de la liaison ici qui se trouve entre le carbone alpha et le carbone bêta, qui va engendrer quoi? Qui va engendrer la coupure de cette liaison-là. La coupure de cette liaison-là, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Elle va nous donner le même acide gras qui a été amputé de deux atomes de carbone. Ça veut dire qu'on aura le même acide gras, mais qui a été réduit de deux atomes de carbone du côté carboxylique. Ces deux atomes de carbone qui ont été éliminés vont être éliminés sous forme de quoi? Sous forme d'un composé ici qu'on appelle l'acétylcoenzyme A. Donc vous voyez ici les deux carbones ici sont liés par la fonction carboxy ici au coenzyme A. Donc tout ça a été éliminé sous forme, plutôt non pas éliminé, mais plutôt libéré sous forme d'acétylcoenzyme A. Très bien. Donc au moment qu'il y a justement coupure de cette liaison-là, libération d'acétylcoenzyme la libération d'acétylcoenzyme A et de l'acide gras amputé de deux atomes de carbone, il va y avoir réduction de deux molécules de NAD+ et de FAD. Donc, il y aura réduction de NAD+ en NADHH+, et de FAD en FADH2. Très bien. Donc ça, c'est durant un tour. Donc durant un tour de bêta-oxydation, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir coupure de la liaison qui lie le carbone alpha et le carbone bêta, réduction donc de l'acide gras de deux atomes de carbone, donc amputation de l'acide gras de deux atomes de carbone, et libération des deux atomes de carbone qui ont été coupés sous forme d'acétylcoenzyme A. En même temps, il va y avoir libération d'une molécule de NAD en NADHH+, plutôt de molécules de NAD en NADHH+, et de FAD en FADH2. Très bien. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là, donc la bêta-oxydation ne va pas s'arrêter là, elle va continuer, donc il va y avoir d'autres tours de bêta-oxydation qui vont se dérouler, qui vont se faire sur le reste de l'acide gras jusqu'à ce qu'il y ait consommation complète de tout l'acide gras. Voilà. Donc au cours du deuxième tour, il va y avoir justement reprise de la bêta-oxydation et la même chose, coupure de la liaison qui lie le nouveau carbone alpha avec le carbone bêta. Et de la même manière, il va y avoir libération d'une molécule d'acétyl-CoA, réduction de NAD et de FAD sous forme de NADHH+, de FADH2, et amputation de l'acide gras de deux atomes de carbone. Donc le cycle ici va se répéter jusqu'à dégradation complète de l'acide gras. Donc durant le dernier tour, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un acide gras qui contient 4 atomes de carbone, d'accord? Et durant ce dernier tour, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir coupure toujours de la liaison qui lie le carbone alpha et le carbone bêta. Mais cette fois-ci, lors de la libération, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir libération d'une molécule d'acétyl-CoA, et ce qui reste de l'acide gras lui-même, c'est un acétylcoenzyme A. Donc, à la fin du dernier tour, on aura quoi? On aura libération de deux molécules d'acétylcoenzyme A, et avec toujours réduction de molécules de NAD et de FAD en NADHH+, et de FADH2. Voilà. Donc, la bêta-oxydation, grosso modo, d'une manière générale, c'est quoi? C'est une dégradation oxydative qui va se dérouler au niveau du carbone bêta et plus précisément entre le carbone alpha et le carbone bêta. Elle va se dérouler en plusieurs tours et à chaque tour, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir amputation de l'acide gras de deux atomes de carbone. Ces deux atomes de carbone vont être libérés sous forme d'acétyl-CoA. Donc les tours s'enchaînent, donc se répètent jusqu'à dégradation complète de l'acide gras. Et durant le dernier tour, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir libération de deux molécules d'acétyl-CoA. La première molécule étant les deux atomes de carbone qui ont été libérés, et la deuxième molécule d'acétyl-CoA, c'est le reste de l'acide gras qui est sous forme d'acétyl-CoA. Très bien. Maintenant ici, le plus important, c'est quoi? Ce sont ces dérivés ici qui ont été produits. Donc l'acétyl-CoA et les molécules de NADHH+, et de FADH2. Ces dérivés ici, ces composés-là, vont servir à quoi? Ils vont servir justement à produire de l'énergie. Donc le NADHH+, et le FADH+, sont les intermédiaires réduits, on les appelle les intermédiaires réduits, vont à un certain moment rejoindre la phosphorylation oxydative, la chaîne de phosphorylation oxydative, où ils vont être réoxydés de nouveau pour produire de l'ATP. Et l'acétyl-CoA, de la même manière, va s'engager dans des voies cataboliques pour qu'il soit dégradé et produire de l'ATP. Très très bien.
Maintenant, où est-ce que elle va se dérouler cette bêta-oxydation? Donc, tout d'abord, on va voir la localisation tissulaire, ça veut dire dans quel organe on aura cette bêta-oxydation. Ensuite, nous allons voir le lieu de déroulement au niveau cellulaire, ça veut dire dans quel organisme va se faire cette bêta-oxydation. Tout d'abord, localisation tissulaire. Il faut savoir que la bêta-oxydation va se dérouler, va se faire dans tous les tissus non glucodépendants. Donc, la bêta-oxydation se déroule dans tous les tissus non glucodépendants. Il faut savoir que dans notre organisme, on peut classer nos tissus ou bien nos organes en deux catégories. Les organes glucodépendants, ça veut dire que ils ne peuvent tirer leur énergie qu'à partir du glucose. Ou bien en d'autres termes, ils ne peuvent consommer que du glucose comme substrat énergétique pour produire de l'énergie. Contrairement à ça, les tissus non glucodépendants, ça veut dire qu'ils peuvent aussi cataboliser le glucose pour produire de l'énergie, mais dans certaines situations, telles que le déficit glucidique, dans le cas où il n'y aura pas beaucoup de glucose, ils peuvent s'attaquer à d'autres types de molécules pour produire leur énergie, telles que justement les lipides, les acides gras et les acides aminés. Voilà. Donc naturellement et logiquement, la bêta-oxydation, qui est la dégradation des acides gras qui sont des lipides, se déroule dans tous les tissus qui sont non glucodépendants. Ça veut dire qu'ils peuvent consommer en plus du glucose d'autres substrats énergétiques. Mais elle se fait d'une manière plus importante dans le foie, le cœur, le rein et le muscle. Voilà. Donc la bêta-oxydation se déroule dans tous les tissus non glucodépendants et plus précisément, donc d'une manière plus importante dans le foie, le cœur, le rein et le muscle. Très bien. Ça concernant la localisation tissulaire. Maintenant, à l'intérieur de la cellule, où est-ce qu'elle va se faire cette bêta-oxydation? Il faut savoir que les étapes ou bien les réactions de la bêta-oxydation proprement dites se font au niveau de la mitochondrie. Mais certaines étapes qu'on avait vues tout à l'heure dans l'introduction, les étapes préliminaires, se déroulent au niveau du cytoplasme. Donc il faut savoir que la bêta-oxydation va se déroule en deux étapes, les étapes proprement dites de la bêta-oxydation et les étapes préliminaires. Les étapes de la bêta-oxydation proprement dite se font au niveau de la mitochondrie et les étapes préliminaires se font au niveau du cytoplasme. On va savoir par la suite à quoi vont servir ces étapes préliminaires. Voilà, maintenant nous allons passer aux besoins de la bêta-oxydation, ou bien d'une autre manière, pour que la bêta-oxydation se fasse, de quoi nous avons besoin. Donc pour faire la bêta-oxydation, nous avons besoin de trois molécules. Tout d'abord, nous avons besoin de l'acide gras, donc naturellement de l'acide gras qui va être dégradé. Donc la bêta-oxydation concerne la dégradation des acides gras. Donc pour qu'elle se fasse, il faut justement qu'il y ait des acides gras à dégrader. D'où est-ce qu'ils viennent ces acides gras? Ces acides gras viennent de l'hydrolyse des triglycérides. Donc vous allez constater ça lorsque vous allez faire le cours des triglycérides et vous allez voir que les triglycérides contiennent les acides gras. Donc l'hydrolyse de ces triglycérides va libérer justement les acides gras qui constituent ces triglycérides-là. Donc ces triglycérides peuvent être dégradés de deux manières. Soit par la triglycéride, par une enzyme qu'on appelle la triglycéride lipase hormonosensible, et cette dégradation va se faire au niveau des tissus, au niveau tissulaire. Les acides gras qui vont être libérés vont être transportés vers les lieux de dégradation des acides gras par l'albumine, ou bien les triglycérides peuvent être dégradés au niveau des lipoprotéines. Donc les lipoprotéines contiennent des triglycérides et les triglycérides de ces lipoprotéines-là peuvent être dégradés par ce qu'on appelle une lipoprotéine lipase plasmatique. Donc vous allez voir tout ça lorsque vous allez faire le cours des triglycérides et le cours du métabolisme des lipoprotéines. Donc grosso modo, ou bien pour faire simple, les acides gras, d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent de la dégradation ou bien de l'hydrolyse des triglycérides, sachant que les triglycérides sont riches en acides gras. Le deuxième composé dont on a besoin, ou bien la deuxième molécule dont on a besoin, c'est l'ATP, ou bien de l'énergie. Cet ATP-là est nécessaire. Pourquoi? Est nécessaire en effet, il va servir à l'activation de l'acide gras en acylcoenzyme A. Et cette activation-là va se faire justement dans l'étape préliminaire qu'on avait vue tout à l'heure. Donc on va voir ça en détail par la suite. Donc on avait dit tout à l'heure que la bêta-oxydation commençait d'abord par des étapes préliminaires. Et au cours de ces étapes préliminaires, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir l'activation de l'acide gras en acylcoenzyme A. Et cette activation, pour qu'elle se fasse, on a besoin de d'énergie sous forme d'ATP. Donc on a besoin d'ATP justement pour activer l'acide gras en acylcoenzyme A,
pour que par la suite puisse se faire la bêta-oxydation. Très bien. Donc ici, vous allez logiquement me poser une question et vous allez me dire comment est-ce que normalement la bêta-oxydation qui est censée produire de l'ATP et non pas en consommer, comment est-ce que ici elle va consommer de l'ATP? Donc effectivement, le but ultime de la bêta-oxydation, c'est quoi? C'est la production d'ATP. Sauf qu'ici, dans les étapes préliminaires, il est nécessaire pour elle, donc pour commencer, il faut qu'elle consomme quelques molécules d'ATP. Mais la finalité reste la même. Pourquoi? Parce que les molécules d'ATP qu'elle va produire à la fin vont être beaucoup plus importantes que les ATP qu'elle a consommées au début. Comme s'il va y avoir au début, dans les étapes préliminaires, un investissement d'ATP et qu'à la fin, le retour sur investissement va être plus élevé. Donc ça veut dire que le rendement énergétique va être positif. Donc elle consomme un petit peu d'ATP au début, mais elle produit beaucoup d'ATP à la fin, donc la différence reste positive. Nous avons besoin aussi de molécules de NAD+ et de FAD qui vont être à la fin de la bêta-oxydation réduites en molécules de NADHH+ et de FADH2. Ces molécules réduites, ici, à la fin de la bêta-oxydation, vont être acheminées vers la chaîne de phosphorylation oxydative où ils vont être réoxydés de nouveau pour redonner NAD+ et FAD et donner en même temps de l'ATP. Très bien. Ça concernant les besoins pour activer justement pour faire la bêta-oxydation. Voilà, maintenant qu'on vient de voir d'une manière générale les étapes de la bêta-oxydation, nous allons maintenant voir ce qui va se dérouler dans chaque tour de bêta-oxydation. Mais avant, nous allons parler des fameuses étapes préliminaires dont on a parlé tout à l'heure. Donc la première étape préliminaire qui vient juste avant la bêta-oxydation est justement l'activation de l'acide gras en acide coenzyme A. Donc, nous avons dit que pour que l'acide gras puisse subir la bêta-oxydation, il faut absolument qu'il soit transformé en acide coenzyme A ou bien activé en acide coenzyme A. Donc cette activation-là va se faire au niveau cytoplasmique et plus précisément du côté au niveau de la membrane mitochondriale du côté cytoplasmique, donc du côté cytoplasmique de la membrane mitochondriale. Pourquoi? Parce que l'enzyme qui va catalyser cette réaction-là d'activation d'acide gras, c'est l'acyle-CoA synthétase, et cette enzyme-là se trouve fixée sur la partie externe de la membrane mitochondriale. Donc l'activation va se faire en 3 étapes. La première étape consiste à la transformation de l'acide gras, ici, en acyladénylate, ou bien, pour faire simple, il va y avoir remplacement du OH, de la fonction carboxyle ici, par un adénosine monophosphate, par un AMP. Cet AMP, d'où est-ce qu'il vient? Il vient d'une molécule d'ATP, Donc ici, il va y avoir hydrolyse d'une molécule d'adénosine triphosphate, d'accord, pour nous donner une adénosine monophosphate. Vous savez que l'ATP contient une adénosine liée à 3 phosphates. Donc si on lui enlève un pyrophosphate, donc 2 phosphates liés entre eux, il nous restera de l'AMP qui va venir se fixer ici à la place du OH et on aura de l'acyladénylate. Le pyrophosphate ici, qui va être produit, aussitôt formé, il doit absolument être hydrolysé en 2 molécules de phosphate par une molécule d'eau. Pourquoi est-ce qu'il y aura cette étape ici? C'est pour rendre justement cette réaction irréversible. Donc pour rendre cette réaction se faire seulement dans ce sens-là. En effet, si on laisse le pyrophosphate tel quel ici, la réaction va avoir assez d'énergie, donc elle va être thermodynamiquement réversible, favorable pour que la réaction se fasse dans l'autre sens. Donc il est nécessaire d'hydrolyser la molécule de pyrophosphate ici pour rendre la réaction irréversible pour qu'elle ne se fasse pas dans le sens inverse. Voilà, donc l'ATP ici qui a été consommé, c'est l'un des ATP, c'est l'une des molécules d'ATP dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est l'une des molécules d'ATP qui ont été investies justement pour faire les étapes préliminaires. Très bien, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est justement la transformation de ce acyladénylate qui a été formé dans la première étape en acyle-coenzyme A ou bien en acide gras activé. Donc ici, il va y avoir simplement remplacement de l'adénosine monophosphate par un coenzyme A, toujours par la même enzyme qui est l'acyle-CoA synthétase. Très bien. Donc il y aura ici départ d'un AMP et son remplacement par une molécule de coenzyme A et on aura un acyle-coenzyme A.
Très bien, ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est quoi? C'est la transformation de cette AMP ici en deux molécules d'ADP. Ici, pareil, si on laisse cette AMP telle qu'elle ici, cette réaction-là va être réversible. Ça veut dire qu'elle pourra se faire dans ce sens-là et elle pourra se faire dans ce sens-là. Or, ce n'est pas le but. Le but, c'est de rendre cette réaction irréversible. Pour ce faire, on doit absolument transformer cette AMP en deux molécules d'ADP. Et pour ce faire, il faut consommer une deuxième molécule d'ATP. Donc, il va y avoir une molécule d'ATP qui va être hydrolysée pour fournir le phosphate nécessaire à la transformation de l'AMP en ADP. Et à ce moment-là, on aura deux molécules d'ADP. L'enzyme qui catalyse cette réaction, c'est l'adénylate kinase. Dans ces conditions, en introduisant une deuxième molécule d'ATP à ce niveau-là, la réaction va être thermodynamiquement favorable à ce sens-là, donc à la formation d'acide coenzyme A. Très bien. Donc on retrouve ici les deux molécules d'ATP que la cellule va investir pour justement activer son acide gras en acide coenzyme A, les deux ATP qui seront largement remboursés à la fin de la bêta-oxydation. Très bien. Donc, comme on vient de le dire, cette enzyme, cette réaction, ces trois étapes de l'activation de l'acide gras se font par une enzyme qu'on appelle l'acyle-CoA synthétase. Et cette acyle-CoA synthétase, comme on avait dit tout à l'heure, elle est liée à la membrane mitochondriale externe. Très bien. Maintenant, le souci qui se pose, c'est que le reste des réactions de la bêta-oxydation se font à l'intérieur de la mitochondrie. Or, ici, nous sommes au niveau du cytoplasme. Donc, il faut absolument que cette acyle-coenzyme A intègre la mitochondrie. Le problème, c'est que la mitochondrie est imperméable, et plus précisément, la membrane interne de la mitochondrie est imperméable à l'acyle-coenzyme A. Donc, il faut que cet acyle-coenzyme A trouve un moyen pour qu'il traverse cette membrane interne de la mitochondrie. Donc, justement, ce transport de l'acyle-CoA vers la mitochondrie constitue la deuxième étape préliminaire de la bêta-oxydation. Voilà, ici vous avez un schéma qui résume un petit peu cette étape-là. Donc, vous savez que la membrane mitochondriale est elle-même constituée de deux membranes. Une membrane mitochondriale externe, que je représente ici en pointillé. Pourquoi? Parce que cette membrane externe, elle, contrairement à l'interne, est perméable à l'acide coenzyme A. Donc, ça veut dire que l'acide coenzyme A peut la traverser. Et une membrane mitochondriale interne qui, quant à elle, est imperméable à l'acide coenzyme A. Très bien. Donc, le transport de ce acyle-coenzyme A via la membrane mitochondriale interne va se faire justement par la navette, on appelle ça la navette de la carnitine en trois étapes. Donc, la première étape consiste justement à donc vous voyez ici l'acyle-CoA qui a traversé sans problème par diffusion passive la membrane mitochondriale externe va être transformé en acyle-carnitine. En d'autres termes, il va y avoir remplacement de son CoA, de son coenzyme A, par une molécule de carnitine. Il va y avoir formation d'acyle-carnitine et libération de coenzyme A. Cette réaction-là est catalysée par la carnitine acyltransférase 1. Ça, c'est la première étape. Ensuite, l'acyle-carnitine qui a été formé ici, contrairement à l'acyle-CoA, lui, peut traverser la membrane mitochondriale interne. Pourquoi? Parce que la membrane mitochondriale interne contient une sorte de transporteur spécifique à l'acyle-carnitine qu'on appelle la carnitine acyle-carnitine translocase. Donc, ce transporteur-là va prendre une molécule de l'acyle-carnitine, il va l'intégrer à l'intérieur, elle va l'intégrer, justement, ce transporteur-là va l'intégrer à l'intérieur de la mitochondrie. Très bien. Maintenant, une fois à l'intérieur de la mitochondrie, cette acyle-carnitine va subir la réaction inverse de celle de la première réaction qui a été catalysée par l'acyle-carnitine transférase 1. Donc, cette réaction est, quant à elle, catalysée par l'acyle-carnitine ou bien la carnitine acyltransférase 2. Donc, cette enzyme-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va remplacer la carnitine de l'acyle-carnitine par une molécule de coenzyme A de telle sorte à reformer l'acyle-coenzyme A. Donc, vous voyez un petit peu ici, comme si indirectement, après plusieurs étapes, comme si l'acyle-CoA qui était au niveau cytoplasmique ici, va se retrouver à l'intérieur de la mitochondrie grâce justement à ces trois protéines-là, ou bien à ces trois enzymes-là. La carnitine ici qui a été libérée, quant à elle, va être relarguée, va être rééjectée vers l'extérieur de la mitochondrie grâce justement au même transporteur qui a fait entrer l'acide carnitine à l'intérieur de la mitochondrie. Voilà, donc c'est de cette manière-là que la cellule va pouvoir intégrer donc l'acyle-CoA
activés à l'intérieur de la mitochondrie. Parfait. Donc ça, c'est un deuxième schéma qui représente la même chose, donc les trois étapes qui permettent de transporter l'acyle-CoA du cytoplasme vers la mitochondrie grâce justement à cette navette de Carniti. Très bien. Maintenant, une fois qu'on a fini avec les étapes préliminaires, nous allons entrer dans les étapes proprement dites de la bêta-oxydation. Nous allons voir ici les détails ou bien les réactions qui vont se dérouler dans chaque tour de bêta-oxydation. Donc, comme on le sait déjà, chaque tour de bêta-oxydation retire 2 atomes de carbone du côté COH de l'acyle-CoA. Très bien. Donc, plusieurs tours, comme on l'avait dit tout à l'heure, plusieurs tours sont nécessaires pour arriver à dégrader complètement une molécule d'acyle-CoA. Et chaque tour de bêta-oxydation ici, à l'intérieur de chaque tour de bêta-oxydation, il existe 4 étapes, 4 réactions. La première réaction, c'est une réaction de déshydrogénation, ou bien c'est la première oxydation. Donc, quand on dit déshydrogénation, c'est une oxydation, c'est pareil. Donc, vous voyez ici, vous avez votre acyle-CoA activé, vous avez ici votre carbone bêta, et ici le carbone alpha. Donc, la première étape consiste en quoi? Consiste en une oxydation des 2 carbones alpha et bêta ici, de telle manière à ce qu'il y ait départ de 2 atomes d'hydrogène qui vont être captés par une molécule de FAD. Donc ici, il va y avoir oxydation de 2 carbones, donc départ de 2 hydrogènes des carbones alpha et bêta qui vont être captés par une molécule FAD qui va être réduite en une molécule de FAD H2. Cette réaction-là, ou bien cette oxydation-là, va aboutir à la formation d'une double liaison entre le carbone alpha et le carbone bêta. Très bien. De telle manière à avoir, donc vous savez au début, on avait un acyle-CoA et à la fin de cette réaction-là, on aura un énoyl-CoA. Cette réaction-là est catalysée par une enzyme qu'on appelle l'acyle-CoA déshydrogénase. Très bien. Voilà. Donc ici, vous avez, comme on vient de le dire, départ de 2 hydrogènes du carbone alpha et bêta, ici à ce niveau. Donc ça veut dire qu'il y aura oxydation du carbone alpha et du carbone bêta, ou bien déshydrogénation du carbone alpha et du carbone bêta, qui vont aboutir au départ de 2 hydrogènes. Formation d'une double liaison, donc cette déshydrogénation ici, on va avoir comme conséquence une formation d'une double liaison entre le carbone alpha et le carbone bêta. L'acyle-CoA qu'on avait ici va être transformé en énoyl-CoA. Et en même temps, il va y avoir réduction d'une molécule de FAD en une molécule de FAD H2. Les 2 H2 ici, ce sont les hydrogènes qu'on a retirés des 2 carbones alpha et bêta. Cette réaction, comme on vient de le dire, est catalysée par l'acyle-CoA déshydrogénase. Très bien. Ça, c'est la première oxydation ou bien la première étape. Très bien. Durant la deuxième réaction, il va y avoir hydratation de la double liaison qu'on vient de former maintenant. Donc l'hydratation va se faire grâce à une molécule d'eau et en présence d'une enzyme qu'on appelle l'énoyl-CoA hydratase ou bien la crotonase. Cette enzyme-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir déposer sur le carbone bêta un groupement hydroxyle et sur le carbone alpha un atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène et le groupement hydroxyle viennent de la molécule d'eau. De cette manière-là, donc on va obtenir à la fin de la réaction un composé qu'on appelle le bêta-hydroxyacyle coenzyme A. Donc au début, nous avons eu un énoyl-CoA. Après hydratation, cet énoyl-CoA va se transformer en bêta-hydroxyacyle coenzyme A ou bien bêta-hydroxyacyle-CoA. Pourquoi bêta-hydroxyle? Parce que tout simplement, le groupement hydroxyle se situe au niveau du carbone bêta. Voilà, donc hydratation de la double liaison. Donc, comme on vient de le dire, ajout des groupements hydroxyles sur le carbone bêta. Et l'action, et cette réaction-là, va se faire grâce à une enzyme qu'on appelle la crotonase ou bien l'énoyl-CoA hydratase. Passons maintenant à la troisième réaction, qui est aussi, comme la première réaction, une déshydrogénation et qui représente la deuxième oxydation d'un tour de bêta-oxydation. Donc, le bêta-hydroxyacyle coenzyme A qu'on vient de former va subir l'action de l'hydroxyacyle-CoA déshydrogénase ou bien le L-bêta-hydroxyacyle-CoA déshydrogénase pour produire le bêta-cétoacyl-CoA. Donc, vous avez ici votre composé, le bêta-hydroxyacyle-CoA, qui va être oxydé au niveau du groupement hydroxyle. Vous savez que l'oxydation du groupement hydroxyle va aboutir à une fonction cétone. Donc, une fonction alcool, quand elle est oxydée, va donner une fonction cétone. Donc, de cette manière-là, vous avez le groupement hydroxyle ici qui est fixé sur le groupement bêta. Il va être déshydrogéné ou bien oxydé pour donner un groupement cétone ou bien une fonction cétone.
Donc, au même moment qu'il va y avoir cette transformation ici, il va y avoir réduction d'une molécule de NAD+ en molécule de NAD HH+. Cette fois-ci, durant de la deuxième réaction d'oxydation, ce n'est plus le FAD qui est réduit, mais plutôt une molécule de NAD+. Donc voilà. Donc au cours de cette étape-là, il va y avoir oxydation du bêta-hydroxyacyle-CoA en bêta-cétoacyl-CoA. Durant cette réaction, il va y avoir transformation, bien oxydation du groupement hydroxyle en un groupement cétone. En même temps, les deux hydrogènes ici qui ont été enlevés ici vont servir à réduire une molécule de NAD+ en molécule de NAD HH+. L'enzyme est catalysée par la bêta-hydroxyacyle-CoA déshydrogénase ou bien la L-bêta-hydroxyacyle-CoA déshydrogénase. Le L ici est ajouté pour désigner ou bien pour indiquer que les différents composés qui interviennent dans ces réactions-là sont de conformation L ou bien de stéréoisomérie L. Parfait. Très bien. Durant maintenant la quatrième réaction, il va y avoir donc clivage de cette liaison-là qui se trouve entre le carbone alpha et le carbone bêta. Donc vous avez votre bêta-cétoacyle qui a été formé durant la dernière réaction. Ce composé-là va subir l'action d'une bêta-cétotiolase qui va couper par thiolyse la liaison alpha-bêta ici, de telle manière à libérer ce groupement-là sous forme d'acétyl-CoA et donner aussi l'acide gras qui a été amputé de ces deux atomes de carbone sous forme d'acétyl-CoA activé. Parfait. Donc cette réaction-là, comme on vient de le dire, est activée par la bêta-cétotiolase ou bien on peut l'appeler aussi l'IAS. Dans cette réaction, il faut savoir aussi que à chaque fois qu'il y a coupure, il y a consommation d'une molécule de coenzyme A. Cette molécule de coenzyme A, c'est elle qui va venir se fixer ici et c'est elle qui va nous donner le groupement CoA du reste de l'acide gras qui a été amputé de ces deux atomes de carbone. Et aussi, la coupure ici va se faire par thiolyse, c'est-à-dire que c'est le groupement thiol du coenzyme A qui va être responsable de cette coupure-là. Voilà, ici vous avez une image qui résume les 4 étapes d'un tour de bêta-oxydation. Donc, comme on vient de le dire, un tour de bêta-oxydation contient 4 réactions. La première, c'est une déshydrogénation, ou bien c'est la première oxydation qui va transformer un acyle-coenzyme A en un énoyl-coenzyme A grâce à l'acyle-CoA déshydrogénase. Durant cette réaction, il va y avoir réduction d'une molécule de FAD en FAD HH2. Deuxièmement, hydratation de la double liaison ici qu'on vient de former pour donner le bêta-hydroxyacyle-coenzyme A. La réaction est catalysée par l'énoyl-CoA hydratase ou bien la crotonase. La troisième réaction représente la deuxième oxydation qui va oxyder l'hydroxyle ici en cétone pour donner le bêta-cétoacyl-CoA, catalysé par l'enzyme qui est la 3-hydroxyacyle-CoA déshydrogénase ou bien la L3-hydroxyacyle-CoA déshydrogénase. La quatrième réaction consiste en une coupure de la liaison ici entre le carbone alpha et bêta pour donner un acétylcoenzyme A et le reste de l'acyle-CoA amputé de 2 atomes de carbone. L'enzyme ici qui catalyse cette dernière réaction, c'est la bêta-cétotiolase ou bien une liase. Voilà donc ces 4 étapes représentent les réactions qui se déroulent dans un tour de bêta-oxydation. Il faut savoir que la première et la troisième étape sont des réactions irréversibles. Par contre, la deuxième réaction catalysée par la crotonase et la quatrième réaction catalysée par la thiolase sont réversibles. On est d'accord aussi que ces 4 réactions se déroulent au niveau de la mitochondrie. Donc toutes les réactions qui se font au cours d'un tour de bêta-oxydation se déroulent à l'intérieur de la mitochondrie. Parfait. Donc, comme on vient de le dire, chaque tour de bêta-oxydation contient 4 réactions, ou bien 4 étapes. Et il est nécessaire de faire plusieurs tours pour arriver à dégrader complètement un acide gras. Donc, l'ensemble des tours nécessaires à la dégradation complète d'un acide gras est appelé hélice de Linen. Hélice de Linen. Voilà, ça, c'est une hélice de Linen. Vous voyez ici, au début, vous avez eu l'acide gras ou bien l'acyle-CoA initial. Donc, on va lui faire un tour, ça va nous donner un acide gras amputé de 2 atomes de carbone. On va recommencer un deuxième tour et ainsi de suite jusqu'à arriver à dégrader complètement l'acide gras. Et cette hélice-là, on l'appelle hélice de Linen. Donc, si on fait un petit peu le compte, pour dégrader un acide gras à nombre pair de carbone, c'est-à-dire qu'il contient 2 N carbone,
Donc il faut n-1 tours de bêta-oxydation. Par exemple, si vous avez un acide gras qui contient 16 atomes de carbone, ça veut dire que n ici est égal à 8. Donc il vous faut 7 tours pour dégrader complètement cet acide gras. Donc il nous faut n-1 tours de bêta-oxydation pour dégrader un acide gras qui contient 2n atomes de carbone. Maintenant, vous allez me dire non, que ce n'est pas logique, puisque chaque tour de bêta-oxydation libère un acétyl-CoA qui contient 2 atomes de carbone. Donc, normalement, un acide gras qui contient 2N carbone devrait subir N tours de bêta-oxydation pour libérer N acétyl-CoA. Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'au cours du dernier tour, lorsqu'il ne reste dans l'acide gras que 4 atomes de carbone, le dernier tour va nous libérer 2 acétyl-CoA. Donc, tous les tours libèrent un acétyl-CoA, sauf le dernier qui va nous libérer 2 acétyl-CoA. Pourquoi? Parce qu'il restera 4 carbones dans l'acide gras. Donc, les 2 seront libérés sous forme d'acétyl-CoA. Et ce qui va rester dans l'acide gras aussi, c'est un acétyl-CoA. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas, pour un acide gras de 2 N carbone, il ne faut pas N tours de bêta-oxydation, mais plutôt N-1 tours de bêta-oxydation. Voilà, j'espère que c'est compris. Très bien. Maintenant, on va passer au bilan de la bêta-oxydation. Tout d'abord, le bilan chimique. Donc, chaque tour consomme une molécule de FAD pour libérer une molécule de FAD H2. Une molécule de NAD+, pour libérer une molécule de NAD HH+. Ces deux molécules de FAD H2 et de NAD HH+, seront libérées au cours des deux réactions d'oxydation qui se déroulent dans chaque tour. Donc, un tour de bêta-oxydation consomme un coenzyme A. Cette coenzyme A est consommée lors de la dernière réaction où il faut couper la liaison entre les deux carbones alpha et bêta et produire l'acétyl-CoA. Le CoA de l'acétyl vient de ce coenzyme A et libère un acétyl-CoA. Donc les deux carbones qui seront retirés se lieront avec le coenzyme A pour donner une molécule d'acétyl-CoA. Et donnera aussi, donc chaque tour donnera le reste de l'acide gras, ça veut dire l'acétyl-CoA, toujours à l'état activé, mais qui a été amputé de 2 atomes de carbone. Très bien. Donc maintenant, si on fait un petit peu le bilan chimique de la bêta-oxydation d'un acide gras au complet. Donc ça veut dire la bêta-oxydation complète d'un acide gras. Donc si un acide gras contient 2 N atomes de carbone, donc ici on parle d'acide gras à nombre pair de carbone. Donc il faut qu'on soit bien d'accord. Donc tous nos calculs qu'on va faire maintenant vont se faire sur les acides gras qui contiennent 2 N atomes de carbone, c'est-à-dire un nombre pair d'atomes de carbone. On verra par la suite pour les acides gras qui contiennent un nombre impair d'atomes de carbone, comment ils vont être dégradés. Donc si un acide gras contient 2 N atomes de carbone, donc ça on le sait, il lui faut N-1 tour de bêta-oxydation. Et de ce fait, la bêta-oxydation complète va libérer N-1 FAD H2, N-1 NAD HH+, N-acétyl-CoA. Donc, puisque un acide gras contient 2 N atomes de carbone, ça veut dire naturellement, puisque l'acétyl-CoA contient 2 atomes de carbone, il suffit de diviser par 2 pour avoir le nombre d'acétyl-CoA qui seront libérés lors de la bêta-oxydation complète. Donc, ça nous donnera aussi N-acétyl-CoA. Exemple, si on prend l'exemple du palmityl-CoA, qui contient 16 atomes de carbone, c'est-à-dire 2 fois 8. Donc ici, le N est égal à 8. Donc palmityl-CoA, qui contient 2 fois 8 carbone, ça veut dire qu'il lui faut 7 FAD, 7 NAD+, 7 coenzyme A, 7 H2O pour nous donner 8 acétyl-CoA, 7 FAD H2, 7 NAD HH+. Donc en fait, en réalité, le nombre de FAD H2 et de NAD HH+, marche avec le nombre de tours de bêta-oxydation. Donc si vous faites 7 tours de bêta-oxydation, automatiquement vous allez libérer 7 molécules de FAD H2 et 7 molécules de NAD HH+. Par contre, l'acétyl-CoA qui va être généré, c'est la division par 2 du nombre d'atomes de carbone de l'acide gras. Très bien, j'espère que c'est compris. Donc maintenant, on passe au bilan énergétique. Donc nous avons fini avec le bilan chimique, ça veut dire quelles sont les molécules qui seront produites au cours de la bêta-oxydation. Maintenant, on va voir un petit peu le bilan énergétique, ça veut dire combien de molécules d'ATP on aura, tout d'abord pour un seul tour de bêta-oxydation, ensuite pour une oxydation complète. Nous avons dit que pour chaque tour de bêta-oxydation, il va y avoir libération d'une molécule de FAD-H2 et d'une molécule de NAD-HH+. Ces deux dérivés réduits, FAD-H2 et NAD-HH+, vont rejoindre ce qu'on appelle la chaîne de phosphorylation oxydative. Donc,
à ce niveau-là, qu'est-ce qui va leur arriver à ces deux molécules-là? Elles vont être réoxydées de nouveau pour donner à nouveau le FAD et le NAD+, et en même temps donner de l'ATP. Donc une molécule de FADH2, lorsqu'elle sera oxydée dans la chaîne de phosphorylation oxydative, va nous donner 2 ATP. Et une molécule de NADHH+, dans la chaîne de phosphorylation oxydative, va nous donner 3 molécules d'ATP. Très bien. Maintenant, chaque tour de bêta-oxydation nous donne aussi une molécule d'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, à son tour, ne va pas se perdre, mais plutôt il va s'engager dans le cycle de Krebs pour qu'il soit, à son tour, complètement dégradé et oxydé et produire du GTP, des molécules de NADHH+, et des molécules de FADH2. Et si vous faites un petit peu le compte sur le nombre d'ATP que va produire l'oxydation complète d'acétyl-CoA dans le cycle de Krebs, vous allez tomber sur 12 ATP. D'où est-ce qu'ils viennent ces 12 ATP? En réalité, viennent de 3 molécules de NADHH+, que va nous donner l'acétyl-CoA au cours du cycle de Krebs, d'une molécule de FADH2 et d'une molécule de GTP. Donc une molécule de GTP va nous donner une molécule d'ATP, une molécule de FADH2 va nous donner 2 molécules d'ATP, et 3 molécules de NADHH+, vont nous donner 9 molécules d'ATP. Donc 9 plus 2 plus 1, ça fera 12 molécules d'ATP. Donc un acétyl-CoA, l'oxydation complète d'un acétyl-CoA durant le cycle de Krebs va nous donner 12 molécules d'ATP. Maintenant, si on fait un petit peu le total, donc si on additionne toutes les molécules d'ATP qui ont été produites par les dérivés réduits ainsi que l'acétyl-CoA, nous allons tomber sur 17 ATP. Donc chaque tour de bêta-oxydation nous donne 2 ATP qui correspondent à la molécule de FAD, 3 ATP qui correspondent à la molécule de NAD et 12 ATP qui correspondent à l'oxydation complète de la molécule d'acétyl-CoA dans le cycle de Krebs, et on va tomber au nombre de 17. Donc, un tour de bêta-oxydation produit 17 molécules d'ATP. Donc ça, on est bien d'accord concernant un seul tour de bêta-oxydation. Très bien. Maintenant, on va passer au bilan énergétique de la bêta-oxydation complète d'un acide gras. On va prendre par exemple l'acide palmitique. Donc l'acide palmitique, on le sait, il contient 16 atomes de carbone, ça veut dire 8 fois 2 atomes de carbone. Donc ici, N est égal à 8. Maintenant, il faut savoir que dans le compte qu'on va faire maintenant, il faut inclure non seulement les ATP produits par la bêta-oxydation, mais aussi, il ne faut pas oublier les 2 ATP qui ont été utilisés pour activer le palmitate en palmitylcoenzyme A. Donc, nous avons parlé, souvenez-vous, tout à l'heure, des étapes préliminaires qui permettaient d'activer l'acide palmitique ou bien l'acide gras en acylcoenzyme A. Donc ici, le palmitate, avant qu'il ne s'engage dans la bêta-oxydation, il doit absolument être activé sous forme de palmitylcoenzyme A. Et lors de cette activation, souvenez-vous, il y a consommation de 2 molécules d'ATP. Donc ça, il faut mettre ça en tête. Très bien. Maintenant, on va comptabiliser les ATP produits au cours de la bêta-oxydation. Donc ici, puisque le palmitate contient 16 atomes de carbone, ici donc le N est égal à 8, donc ici, il nous faut 7 tours de bêta-oxydation pour oxyder complètement le palmitate. Donc 7 tours de bêta-oxydation, voilà. Et au cours de ces 7 tours de bêta-oxydation, il y aura production de 7 molécules de FADH2, et de ce fait, ce qui équivaut à 14 molécules d'ATP. On sait que chaque molécule de FADH2 va nous donner 2 molécules d'ATP au cours de la phosphorylation oxydative, donc le total sera de 14 molécules d'ATP. Ça va nous donner aussi 7 molécules de NADHH+. On sait que chaque molécule de NADHH+, donne 3 molécules d'ATP au cours de la phosphorylation oxydative, donc ce qui induit la formation de 21 molécules d'ATP. Et il va nous donner aussi 8 acétyl-CoA. Pourquoi? Parce que ici, N est égal à 8, donc le palmitate, lorsqu'on divise en 2, on aura 8 molécules d'acétyl-CoA, donc ça va nous donner 96 molécules d'ATP, sachant que chaque acétyl-CoA, comme on vient de voir, produit 12 molécules d'ATP. Donc 8 fois 12 est égal à 96 molécules d'ATP. Donc si on fait un petit peu le compte, on va voir donc 14 plus 21 plus 96 moins 2 de l'activation. Donc il faut savoir que l'activation de l'acide gras ne se fait qu'une seule fois. Donc il va y avoir une seule activation au début. Ensuite, une fois l'acide gras est activé, il y aura directement enchaînement des tours de bêta-oxydation. Donc il y aura consommation de 2 molécules d'ATP seulement. Donc il n'y aura pas activation à chaque tour de bêta-oxydation. Il y aura activation seulement au début, et ensuite il va y avoir l'enchaînement des différents tours de bêta-oxydation. Donc au total, on aura pour chaque acide palmitique dégradé complètement ou bien dégradé par bêta-oxydation d'une manière complète, production de 129 molécules d'ATP. Parfait.
Très bien. Donc, cette image-là confirme un petit peu ce que je viens de dire. Donc, vous voyez ici, ce schéma-là représente la bêta-oxydation complète de l'acide palmitique. Vous voyez ici, au début, on avait de l'acide palmitique qui va être activé qu'une seule fois pour donner le palmityl-coenzyme A. Et la consommation de deux molécules d'ATP va se faire seulement ici. Et ensuite, une fois activé, il va y avoir l'enchaînement de différents tours de bêta-oxydation jusqu'à consommation complète de la molécule de palmityl-coenzyme A. Donc ici, c'est juste pour confirmer avec vous que l'activation ne se fait qu'une seule fois, donc il n'y aura consommation de molécules d'ATP qu'au début de la bêta-oxydation. Très bien. Voilà. Activation se fait une seule fois. Parfait. Maintenant, on va un petit peu comparer le rendement énergétique d'une consommation, plutôt le rendement énergétique d'une dégradation d'un acide gras par rapport à un glucide qui a le même nombre d'atomes de carbone. Donc, on va voir un petit peu qui est le plus énergétique. Est-ce que ce sont les acides gras ou bien les glucides? Donc, il faut savoir qu'un nombre égal de carbone, ça veut dire que si vous prenez une molécule de glucide et une molécule d'acide gras qui ont le même nombre de carbone, l'acide gras va vous donner beaucoup plus d'ATP par rapport au glucide. Par exemple, si on prend un acide gras qui contient 6 atomes de carbone, ça va nous donner 44 molécules d'ATP. Comment est-ce qu'on a obtenu ce 44 molécules d'ATP? On va faire le même compte que celui qu'on a fait avec le palmitate. Donc ici, il y aura activation moins 2 ATP. Puisqu'ici, c'est 6 atomes de carbone, ça veut dire qu'il y aura 2 tours de bêta-oxydation, donc 3 moins 1, 2 tours de bêta-oxydation. Et de ce fait, il y aura production de 2 molécules de FADH+, 2 molécules d'ANADH+, et 3 molécules d'acétyl-CoA. Et si vous faites un petit peu le compte, vous tomberez sur 44 molécules d'ATP. Donc un acide gras à 6 atomes de carbone produit 44 molécules d'ATP. Si on passe maintenant au glucose, qui lui aussi contient 6 atomes de carbone, et si vous faites un petit peu le compte de sa dégradation oxydative au cours de la glycolyse, et au cours aussi du cycle de Krebs, ça va vous donner 38 molécules d'ATP. Vous voyez un petit peu, pour un nombre égal d'atomes de carbone, les acides gras sont plus énergétiques, produisent beaucoup plus d'ATP que par rapport aux glucides. Et de ce fait, on va dire que les acides gras sont beaucoup plus énergétiques que les glucides. Très bien. Mais il y a un inconvénient. Donc certes, les acides gras sont plus énergétiques que les glucides, mais présentent un inconvénient. L'inconvénient, c'est que la mobilisation de cette énergie qui est un petit peu emmagasinée dans ces acides gras ne se fait pas rapidement. Elle se fait d'une manière beaucoup plus lente par rapport à celle des glucides. Pourquoi? Parce que les glucides, la voie métabolique dégrade les glucides en ATP est beaucoup plus rapide que celle qui dégrade les acides gras. Aussi, nous avons un deuxième inconvénient, c'est que les acides gras peuvent être dégradés, ou bien la bêta-oxydation des acides gras ne peut se dérouler que si on est en présence d'oxygène, puisque donc, la majorité ou bien la totalité des réactions de la bêta-oxydation se déroule à l'intérieur de la mitochondrie. Donc, la bêta-oxydation ne peut se faire qu'en présence de l'oxygène. Contrairement à celle des glucides, donc la dégradation des glucides, vous savez que les glucides peuvent être dégradés soit en anaérobiose ou bien en aérobiose. Par exemple, par fermentation, les glucides peuvent être dégradés, donc on n'a pas forcément besoin d'oxygène pour dégrader les glucides. Donc ces deux inconvénients font que l'énergie emmagasinée dans les acides gras ne peut être utilisée lors d'une activité musculaire très intense, où le corps ou bien l'organisme exige la disponibilité de l'ATP d'une manière rapide et instantanée. Donc, la consommation des acides gras est inadaptée, donc elle ne peut pas être utilisée pour produire de l'énergie d'une manière instantanée et rapide, par exemple lorsque l'organisme fait un effort physique très intense. C'est pour cela que les glucides, malgré qu'ils sont moins énergétiques que les acides gras, restent toujours le premier substrat énergétique de l'organisme. Pourquoi? Parce que leur énergie est rapidement mobilisable. Très bien. Maintenant, nous sommes bien d'accord, tout ce qu'on vient de voir concerne les acides gras à nombre pair d'atomes de carbone. Ça veut dire des acides gras qui contiennent 2 fois n atomes de carbone. Qu'est-ce qu'il en est maintenant des acides gras qui contiennent un nombre pair d'atomes de carbone? Imaginez un petit peu que vous avez un acide gras qui contient
un nombre impair d'atomes de carbone. Par exemple, cet acide gras ici. Vous voyez qu'il contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de carbone. Donc ici, il faut savoir que les étapes de la bêta-oxydation vont se dérouler de la même manière que celles des acides gras à nombre pair d'atomes de carbone. C'est-à-dire qu'il va y avoir ici, par exemple, pour cet acide gras, le premier tour de la bêta-oxydation qui va nous libérer un acétyl-CoA avec une molécule de NADH2 et FADH2. Ensuite, l'acide gras va être amputé de 2 atomes de carbone. Il nous restera 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Ensuite, il y aura un deuxième tour qui va couper ici pour libérer, encore une fois, un deuxième molécule d'acétyl-CoA. Et il nous restera, à ce moment-là, un acide gras avec 3 atomes de carbone. À la fin du deuxième tour, donc, on aura un acide gras qui contient 3 atomes de carbone. Et ce qui reste ici de l'acide gras ne peut plus subir un autre tour de bêta-oxydation, donc il va rester tel quel. Donc il va y avoir à la fin du deuxième tour libération d'une autre molécule d'acétyl-CoA avec libération de cette molécule-là activée sous forme d'acétyl-CoA. C'est ce qu'on appelle le propionyl-CoA. Vous voyez ici, le propionyl-CoA contient 3 atomes de carbone avec le premier carbone carboxylique activé avec de coenzyme A. Donc à la fin du deuxième tour, qui sera le dernier tour pour cet acide gras, il y aura libération d'acétyl-CoA avec libération du propionyl-CoA. Donc la bêta-oxydation complète de cet acide gras va nous donner 2 acétylcoenzyme A, 2 NADHH+, 2 FADH2 et une molécule de propionyl-coenzyme A, sachant que la bêta-oxydation complète de cet acide gras nécessite 2 tours seulement. Très bien. Maintenant, si on généralise un petit peu, pour un acide gras qui contient 2N plus 1 atomes de carbone, donc c'est-à-dire qui contient un nombre impair d'atomes de carbone, il va falloir la même chose, N-1 tour de bêta-oxydation. Et ça va produire, la bêta-oxydation complète va produire N-1 FADH2, N-1 NADHH+, N-1 acétyl-CoA et une molécule de propionyl-CoA. Donc si vous faites un petit peu la différence avec les acides gras à nombre pair d'atomes de carbone, donc vous voyez ici la différence réside ici. Donc au lieu d'obtenir N-acétyl-CoA, nous allons obtenir N-1 acétyl-CoA en plus d'une molécule de propionyl-CoA qui est celle-là. Très bien. Donc maintenant, quel est le devenir de ce propionyl-CoA? Est-ce qu'il va se perdre? Est-ce qu'il va être perdu, éliminé? En réalité, non. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc ce propionyl-CoA qui a été produit à l'issue de la bêta-oxydation de ce type d'acide gras va être transformé en succinyl-coenzyme A grâce à une série de réactions catalysées par 2 types d'enzymes. La première, c'est une propionyl-CoA carboxylase et la deuxième, c'est une isomérase. Il y aura aussi la activation ou bien consommation d'une molécule d'ATP en ADP. Le succinyl-CoA, à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejoindre le cycle de Krebs pour qu'il soit dégradé à ce niveau-là. Vous voyez ici, ça c'est le cycle de Krebs. Vous voyez que parmi les intermédiaires du cycle de Krebs, vous avez le succinyl-CoA. Donc le succinyl-CoA qui a été produit va rejoindre directement le cycle de Krebs pour qu'il soit dégradé. Très bien. Maintenant, si on compare un petit peu la dégradation ou bien la bêta-oxydation des acides gras saturés à 2N atomes de carbone par rapport aux acides gras saturés à 2N plus 1 atomes de carbone. Donc ici, les acides gras à nombre pair et ici, les acides gras à nombre impair. Donc l'acide gras à nombre pair d'atomes de carbone qui contient 2N atomes de carbone va produire N-1 FADH2, N-1 NADH+, et N-acétyl-CoA. Donc ça, on le sait. Pour les acides gras saturés, un nombre impair d'atomes de carbone, donc un nombre 2N plus 1 atomes de carbone, il va y avoir production de N-1 FADH2, donc pareil, N-1 NADHH+, donc ici pareil. La différence va résider ici au niveau de l'acétyl et du propionyl. Donc au lieu de N-acétyl-CoA, nous allons avoir N-1 acétyl-CoA et en plus, on aura une molécule de propionyl-CoA. Très bien. Donc maintenant, on va passer à un autre type d'acide gras. Donc vous savez que les acides gras peuvent être saturés, donc ça veut dire qu'ils ne présentent aucune double liaison dans leur structure, ou bien ils peuvent être insaturés, ça veut dire qu'ils présentent une ou plusieurs double liaisons dans leur structure. Donc tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, concerne les acides gras saturés. Maintenant, si on voit un petit peu la dégradation des acides gras insaturés, donc comment est-ce que ça va se faire? Donc il faut savoir que la bêta-oxydation des acides gras insaturés fait intervenir
en plus des enzymes classiques de la bêta-oxydation, d'autres enzymes telles que les isomérases et les réductases. Ces deux enzymes vont faire en sorte de déplacer les différentes doubles liaisons de telle manière à ce que la bêta-oxydation puisse être réalisée pour ce type d'acide gras. Par exemple, si on prend l'exemple de l'acide oléique. L'acide oléique, c'est un acide gras qui contient 18 atomes de carbone et présente une insaturation en position 9 au niveau de l'atome du carbone numéro 9. Donc la bêta-oxydation de cet acide gras va débuter d'une manière similaire à celle des acides gras saturés, un nombre impair d'atomes de carbone ou bien un nombre pair d'atomes de carbone. Donc il va y avoir tout d'abord activation de l'acide gras en acylcoenzyme A. Ensuite, il va y avoir 3 tours de bêta-oxydation ordinaire. Donc à chaque tour, il va y avoir amputation de 2 atomes de carbone et libération d'acétyl-CoA. Jusqu'à arriver à cette structure-là, vous voyez ici que le deuxième carbone porte en lui, donc qui était ici le numéro 9, donc ici à ce moment-là, après 3 tours de bêta-oxydation, va se retrouver en position 2. Et ce carbone en position 2 porte une double liaison. Et cette double liaison ici, c'est une double liaison en position 6. Pourquoi? Parce que vous savez que les acides gras naturels ont des doubles liaisons en position 6 et non pas en position trans. Donc les étapes qui suivent vont faire en sorte que cette double liaison ici qui est en position 6 va se transformer en une liaison en position trans. Pourquoi? Parce que les enzymes de la bêta-oxydation ne reconnaissent pas les doubles liaisons en position 6. Donc il faut absolument que les doubles liaisons-là se transforment en une double liaison en position trans et aussi que la double liaison se déplace du carbone numéro 3 vers le carbone numéro 2. Vous voyez ici, la double liaison était entre le carbone numéro 3 et le carbone numéro 4 et elle était en conformation 6. Après l'intervention de cette enzyme-là, il va y avoir transformation de cette liaison-là en conformation trans, mais aussi déplacement de la double liaison de la position 3,4 vers la position 2,3. Cette réaction-là, elle est catalysée par justement les enzymes supplémentaires dont on a parlé tout à l'heure. Par exemple, ici, c'est la delta 3, 6, delta 2 trans, N-Will-CoA isomérase. Cette enzyme-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, comme on vient de le dire, elle va non seulement déplacer la double liaison ici, mais aussi elle va changer la conformation de la double liaison en 6 vers trans. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de changer cette conformation 6 trans? Parce que les enzymes de la bêta-oxydation ne reconnaissent pas les doubles liaisons en position 6. Si vous visualisez un petit peu le composé qui a été ici après intervention de cette enzyme, vous allez remarquer que cette structure-là correspond à l'énoïl coenzyme A, qui n'est que le deuxième substrat de la deuxième réaction de la bêta-oxydation. Et de ce fait, une fois cette double liaison ici arrangée, la bêta-oxydation peut directement reprendre, donc directement à partir de la deuxième réaction. Donc après les 3 tours, il va y avoir un 4e tour, mais ce 4e tour ici va commencer directement à partir de la deuxième réaction de la bêta-oxydation pour finir la dégradation complète de cet acide gras. Donc ici, pour finaliser, pour dégrader complètement le reste de l'acide gras, il nous faudra 5 tours de bêta-oxydation. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va passer à un autre point, très brièvement, qui est la régulation de la bêta-oxydation. Donc il faut savoir, pour comprendre cette régulation, il faut savoir que en parallèle de la dégradation des acides gras, il y a la synthèse des acides gras au niveau de l'organisme. Et ces deux voies métaboliques de dégradation et de synthèse doivent être régulées d'une manière harmonieuse. C'est-à-dire que si l'une est activée, la deuxième doit être inhibée. Donc si la dégradation ou bien la bêta-oxydation est activée, automatiquement, il faut que la synthèse des acides gras soit inhibée. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que si les deux sont activés en même temps, on tombera dans un cycle futile. Ça veut dire que les acides gras qui sont produits vont être dégradés. Donc s'il y a activation de la bêta-oxydation, automatiquement, il faut qu'il y ait inhibition de la synthèse des acides gras. Et inversement, s'il y a activation de la synthèse des acides gras, il y aura automatiquement inhibition de la bêta-oxydation. Donc la régulation va faire en sorte que les deux voies de synthèse et de dégradation des acides gras ne soient pas activées simultanément. Donc lorsque la synthèse des acides gras est activée, automatiquement, la bêta-oxydation des acides gras est freinée. Et inversement, si la synthèse des acides gras est inhibée, la bêta-oxydation des acides gras est active. Maintenant, quel est l'élément qui va faire que ces deux voies métaboliques de synthèse et de dégradation des acides gras ne soient pas activées en même temps? Cet élément, ce n'est que le transfert
ou bien la vitesse de transfert de l'acyle-CoA vers la mitochondrie. Donc, souvenez-vous tout à l'heure, lorsqu'on avait dit que avant qu'ils ne subissent de bêta-oxydation, nous avons dit que dans les étapes préliminaires, l'acide gras doit être activé en acyle-CoA. Une fois qu'il est activé, l'acyle-CoA doit obligatoirement intégrer ou bien entrer dans la mitochondrie. Et donc, c'est la vitesse de ce transfert, ou bien c'est la vitesse d'entrée de l'acyle-CoA vers la mitochondrie qui va justement réguler la bêta-oxydation. Donc, si la vitesse de transfert est grande, il y aura activation de la bêta-oxydation. Si le transfert est faible, il n'y aura pas de bêta-oxydation. Donc, on voit ici dans ce schéma les différentes protéines intervenant dans l'entrée de l'acyle-CoA vers la mitochondrie qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, il y a la première protéine, la carnitine acyltransférase 1, la deuxième protéine, la carnitine acyltransférase 2, et la translocase. Plus précisément, c'est la carnityl acyltransférase 1 qui va réguler la vitesse de transfert de l'acyle-CoA vers la mitochondrie grâce au malonyl-CoA. Donc le malonyl-CoA, qu'est-ce que c'est que le malonyl-CoA? Le malonyl-CoA, c'est le premier produit de la première réaction de synthèse des acides gras. Donc si vous voyez un petit peu les réactions de synthèse des acides gras, la première réaction d'engagement vers la synthèse des acides gras produit le malonyl-CoA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a une grande activité ou bien une grande activation de la synthèse des acides gras, il y aura automatiquement une grande production de malonyl-CoA. Donc, ce malonyl-CoA, une fois produit par la voie de synthèse des acides gras, il va dire justement à cette carnitine acyltransférase 1 de stopper l'entrée de l'acyle-CoA vers la mitochondrie de telle manière à bloquer la bêta-oxydation. Donc, d'une autre manière, lorsqu'il y a activation de la synthèse d'acides gras, il y aura formation de grandes quantités de malonyl-CoA. Ce malonyl-CoA va venir bloquer la carnitine acyltransférase 1 de telle sorte à ce que l'acyle-CoA n'entre plus vers la mitochondrie et de ce fait, s'il n'y a plus d'acyle-CoA qui entre dans la mitochondrie, il n'y aura plus de bêta-oxydation. De cette manière-là, ou bien indirectement, donc, lorsque la synthèse des acides gras est activée, grâce au malonyl-CoA, la bêta-oxydation est inhibée. Voilà justement cette réaction qui va produire le malonyl-CoA. Donc, cette réaction correspond à la première réaction de synthèse des acides gras. Donc, elle est catalysée par une enzyme qui est l'acétyl-CoA carboxylase, qui produit à partir de l'acétyl-CoA et du CO2 une molécule de malonyl-CoA avec consommation d'une molécule d'ATP. Et ce malonyl-CoA, c'est lui, en quelque sorte, qui va bloquer le transfert d'acétyl-CoA vers la mitochondrie et de ce fait bloquer la bêta-oxydation. Cette réaction elle-même est activée par l'insuline et inhibée par le glucagon et l'adrénaline. Pourquoi? Parce que vous savez que l'insuline est sécrétée dans des conditions de postprandial, c'est-à-dire après les repas ou bien lorsque la concentration du glucose est importante dans le sang. Donc l'insuline est sécrétée de telle sorte à ce qu'il y a consommation de glucose en priorité par rapport aux acides gras. Et de ce fait, ici l'insuline va ordonner à l'organisme de produire des acides gras et non pas de les consommer. Et de ce fait, il va y avoir activation de cette enzyme-là, de l'acétyl-CoA carboxylase, de telle manière à produire beaucoup de malonyl-CoA. À l'état inverse, donc lorsque on n'a pas beaucoup de glucose dans le sang ou bien dans l'état de jeûne, le glucagon, c'est lui qui va reprendre le relais, il va ordonner justement à l'acétyl-CoA carboxylase de freiner cette réaction-là de telle manière à ne pas synthétiser d'acides gras. Pourquoi? Parce qu'il faut mieux consommer les acides gras dans ces situations-là que de les synthétiser. Très bien, maintenant si on voit un petit peu ce schéma récapitulatif, donc vous avez d'un côté la bêta-oxydation, nous avons dit que l'activité de la bêta-oxydation dépend de la vitesse de transfert de l'acyle-CoA vers la mitochondrie par la carnitine acyltransférase 1. Et cette acyle-carnityl acyltransférase 2, elle-même dépend du malonyl-CoA. Donc elle est inhibée, freinée par le malonyl-CoA. Le malonyl-CoA est produit par la première réaction de synthèse des acides gras qui est catalysée par l'acétyl-CoA carboxylase. Cette enzyme-là, elle-même, elle est stimulée par l'insuline et inhibée par le glucagon. Donc, dans l'état postprandial, donc dans les situations en postprandial, donc lorsque vous avez une grande concentration de glucose dans le sang, l'insuline va activer l'acétyl-CoA carboxylase de telle manière à ce qu'il y a activation de la synthèse des acides gras et de ce fait, augmentation de la concentration du malonyl-CoA. Ce malonyl-CoA va venir freiner le transfert
de l'acide-CoA vers la mitochondrie et de ce fait bloquer la bêta-oxydation. Inversement, maintenant, si on est à l'état de jeûne prolongé et de ce fait, la concentration de glucose est basse dans le sang. Dans ce cas-là, le glucagon va venir stopper, freiner l'acétyl-CoA carboxylase de telle manière à ce qu'il n'y ait plus de synthèse d'acide gras et de ce fait, il n'y aura plus de malonyl-CoA. Le malonyl-CoA étant absent, la carnitine acyltransférase 1 n'est plus freinée par ce malonyl-CoA et de ce fait, l'acide-CoA va entrer vers la mitochondrie et va y avoir activation de la bêta-oxydation. Maintenant, si on essaie de voir un petit peu quand est-ce que la bêta-oxydation est activée, donc logiquement, ça on le sait, la bêta-oxydation est activée lorsque le taux sanguin de glucose est diminué. Pourquoi? Parce que logiquement, lorsque le glucose sanguin est important, le taux de glucose sanguin est augmenté, l'organisme va donner la priorité à la consommation de glucose avant la consommation des lipides. Et de ce fait, lorsqu'il y a beaucoup de glucose dans le sang, la bêta-oxydation est inhibée. Donc il y aura consommation en priorité de glucose avant la consommation des substrats non glucidiques. Et inversement, lorsque le taux de glucose est diminué, à ce moment-là, l'organisme va consommer d'autres substrats énergétiques tels que les lipides et à ce moment-là, l'oxydation est activée. Quand est-ce qu'on aura, quelles sont les situations plutôt qui engendrent justement la baisse du glucose dans le sang? Par exemple, entre les repas ou bien en période de jeûne prolongé. Donc en période de jeûne prolongé ou bien entre les repas, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une baisse du taux de glucose sanguin et à ce moment-là qu'il va y avoir activation de la bêta-oxydation. Pourquoi est-ce que justement l'organisme ne continue pas son utilisation, sa consommation du glucose lorsque le taux est bas? C'est justement pour épargner le peu de glucose qui reste aux tissus non glucodépendants. Donc vous savez, on a déjà parlé tout à l'heure des tissus glucodépendants et des tissus non glucodépendants. Les tissus glucodépendants ne peuvent tirer leur énergie qu'à partir du glucose. Et de ce fait, lorsque le taux de glucose sanguin diminue, les autres tissus qui ne sont pas glucodépendants vont basculer vers la consommation des lipides de telle manière à ce qu'on épargne le peu de glucose qui reste dans le sang aux tissus aux tissus glucodépendants tels que le cerveau, les globules rouges et la surrénale. La deuxième situation correspond aux augmentations des besoins énergétiques. Donc, quand les besoins énergétiques de l'organisme augmentent, il va y avoir activation de la dégradation des acides gras, donc activation de la bêta-oxydation. Par exemple, lors d'une activité musculaire modérée. Pourquoi modérée et non pas intense? Parce que vous l'avez compris tout à l'heure, lorsqu'on est devant une activité musculaire intense, la consommation des lipides ou bien des acides gras est inadaptée. Pourquoi? Parce qu'elle ne fournit pas de l'énergie de manière instantanée. Dans ces conditions-là, lorsque l'organisme fait des activités musculaires très intenses, il lui faut de l'énergie tout de suite, d'une manière instantanée. Et cette énergie-là, il va la tirer plutôt à partir de la consommation, bien à partir de la dégradation du glucose en anaérobiose. La bêta-oxydation peut être activée aussi dans certaines situations pathologiques où le glucose n'est pas correctement consommé, par exemple dans le cas du diabète sucré. Donc vous savez que le diabète sucré, c'est une pathologie qui est la conséquence d'un défaut d'action de l'insuline, soit par défaut de synthèse de l'insuline, c'est l'insulinopénie, donc défaut de synthèse de l'insuline par le pancréas, l'insulinopénie, ou bien par défaut d'action de l'insuline sur ce récepteur, c'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Dans tous les cas, il va y avoir une conséquence, c'est que le glucose sanguin n'est pas correctement ou n'est pas consommé d'une manière convenable. Et de ce fait, il va y avoir augmentation de sa concentration au niveau sanguin. Augmentation de sa concentration au niveau sanguin, donc on aura une hyperglycémie au niveau extracellulaire, au niveau sanguin, mais une hypoglycémie au niveau intracellulaire. Donc malgré que le glucose est très concentré dans le sang, la cellule va croire qu'elle est en hypoglycémie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'effet d'insuline qui va forcer l'entrée du glucose à l'intérieur des cellules pour pouvoir le consommer. Et de ce fait, puisqu'il n'y a pas de sucre ou bien de glucose à l'intérieur de la cellule, en intracellulaire, la cellule va commencer à utiliser ou bien à tirer son énergie à partir des substrats non glucidiques tels que les lipides, tels que les acides gras, et de ce fait, il y aura activation de la bêta-oxydation. Voilà, nous arrivons à la fin de notre cours d'aujourd'hui qui concernait la bêta-oxydation. J'espère que vous avez compris. Vous pouvez, comme d'habitude, me laisser vos questions en commentaire en bas de la vidéo. J'essaierai de répondre à vos questions le plus vite possible.
Je vous remercie donc de votre attention.